On peut avoir une guerre dans la ville qui fera que les gens vont fuir la ville. Et là, on aura d'autres types de besoins. On aura des guerres de l'autre côté de la frontière et d'un seul coup, on aura des afflux de réfugiés qui viendront dans la ville de l'autre côté. C'est Peshawar, c'est voilà. Et d'un seul coup, on aura encore d'autres types de besoins. Donc l'interaction entre la guerre ou la catastrophe et la ville, c'est un premier point qui va fondamentalement, quelque part, formater une grande partie des besoins. Le deuxième élément pour entrer en dialogue, c'est essayer de comprendre la structuration sociale de ce milieu urbain qu'on a en face de nous, qui est en général un milieu très structuré, très complexe. D'abord parce que c'est formé de gens qui sont presque tous des anciens ruraux à une génération ou à deux générations près. C'est en général des quartiers qui sont souvent hétérogènes, faits de gens qui viennent de plusieurs endroits. Dans la même maison, on pourra même avoir des gens qui viennent de plusieurs endroits. Alors, ça dépend des villes, là encore, mais voilà. La fabrication du tissu social urbain est très différente de la fabrication du tissu social rural, qui est, lui, plus ancré dans la durée, alors que souvent les villes, et Marc-Antoine le mentionnait tout à l'heure encore, l'accélération des mécanismes urbains fait que d'un seul coup, ces villes sont des melting pots et que leur structuration demande à être regardée autrement que par rapport à ce que moi j'appelle la loupe communautaire. En fait, souvent dans les villes, on n'a pas de communauté, on a des gens qui se trouvent dans le même quartier et qui éventuellement essayent de se trouver des besoins collectifs sur lesquels ils pourront construire un agenda collectif, mais la communauté, elle n'existe pas nécessairement. Alors là, il faut être aussi varié, mais voilà. Donc, arriver avec notre approche communautaire de village africain dans un quartier urbain, des fois, ça nous amène à rien comprendre de la réalité. Donc, il faut avoir des lunettes un petit peu différentes, et en tout cas, essayer de bien comprendre c'est quoi ce tissu, c'est quoi son origine, c'est quoi sa formation, et donc, qui sont les gatekeepers, qui sont les interlocuteurs qui vont quelque part se positionner en tant que représentants réels ou fantasmatiques de ces groupes qu'on a en face, de ces quartiers, de ces îlots, de ces unités urbaines. Donc là, il y a un enjeu de compréhension qui est essentiel et qui d'ailleurs demande tout un travail de typologie de la ville. Tu l'as dit tout à l'heure, mais voilà, on a vu des acteurs humanitaires qui arrivaient dans Kaboul et qui essayaient de comprendre les besoins de Kaboul. Ils prenaient Kaboul comme une boîte de pétri dans laquelle on fait un échantillon aléatoire pour essayer de comprendre, etc., avec les techniques de grappe, etc. Et ça terminait qu'on ne pouvait pas comprendre. Parce qu'on ne peut pas mettre dans le même analyse les côtés Hazara bombardés, les gens sont déplacés, sont venus rebombarder, redéplacés, et le centre de Kaboul qui n'a jamais bougé, dans lequel les gens sont toujours là, qui sont les plus riches. Et on est obligé de travailler sur des analyses extrêmement différenciées des différents quartiers, avec leur histoire, leur formation, comment le conflit ou la catastrophe les a touchés ou pas. Et on n'analysera pas de la même façon Pétionville et Canapé Vert sur Port-au-Prince, parce que l'histoire des quartiers est différente, l'organisation est différente, les populations sont différentes, l'histoire de l'urbanisme est différente, l'accès aux services est différent, et la façon avec laquelle le tremblement de terre les a touchés est différente. Donc il faut vraiment faire rentrer cette approche de la complexité. C'est pas pour rien que Edgar Morin est président d'honneur du groupe URD. Voilà, la pensée complexe est vraiment un outil fondamental pour nous et qu'on n'a pas assez. Alors après vient la recherche des besoins des populations. Et alors ça demande une capacité de pouvoir s'asseoir, de pouvoir trouver les bons interlocuteurs, de se donner un petit peu de temps pour ne pas répondre qu'uniquement parce qu'on sait ce qu'on sait faire. Et je prendrai juste pour conclure un exemple qu'on a évalué qui a été très passionnant. Donc quand les violences intercommunautaires ont eu lieu au Gujarat, et qu'il y a eu ensuite le tremblement de terre, nous on a été chargé un peu d'évaluer cette réponse, et ça a été très intéressant, parce qu'une partie des humanitaires sont arrivés avec leur réponse classique de bâches, de couverture, de réponse en eau, etc. Et les populations, ils nous ont dit, mais en fait, nous, c'était pas ça dont on avait besoin. Nous, on avait besoin que des gens s'occupent de remettre en place des espèces de classes pour qu'on puisse mettre les enfants à l'abri de l'anormalité qui était cette ville détruite, pleine de cadavres. Et qu'on les sécurisait, ces enfants, et on leur mettait un peu de normalité. Nous, les adultes, la recherche de la bouffe, le boulot,
dégager, trouver l'eau, on sait faire. On n'avait pas besoin d'aide pour ça. On avait surtout besoin qu'on puisse nous aider à mettre nos enfants un petit peu en contexte sécurisé, d'une certaine normalité, qui ne soient pas confrontés en permanence dans nos pattes à nous, adultes, qui devons nous occuper de la survie. Voilà. Et ça, personne n'a posé la question aux populations, donc personne n'a répondu, et c'est apparu vraiment un élément très fort de l'évaluation, que les humanitaires sont arrivés avec leur rouleau compresseur, leurs approches toutes prêtes en kit, leurs standards, et ont raté ce qui étaient les besoins des populations. Très bien. Bénédicte, dans vos écrits, vous citez par exemple le cas de villes comme Mitrovica, je pense à la petite Bosnie, le quartier de Mitrovica, qui était coincé entre les Serbes et les Albanais. On voit bien qu'il y a une fluctuation en fait, des populations et aussi dans le temps, puisque les besoins ne sont pas les mêmes au début et à la fin à Mitrovica. Si on prend aussi par exemple l'exemple de Beyrouth-Ouest avec les réfugiés du Sud-Liban, qui arrivent à Beyrouth-Ouest, les humanitaires ont peut-être une sorte d'automatisme à les considérer comme des déplacés et donc à imaginer des structures type HTR, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout de ça qu'ils ont besoin, par exemple. Je crois que dans votre géographie de la peur que vous décrivez, il y a ces fluctuations permanentes. Oui, alors pour prendre le premier exemple du Kosovo, qui va aller tout à fait dans ce qui vient de se dire, il y a cette question qui est celle de quels sont les outils qui sont mis à disposition de l'humanitaire avant leur première intervention. Mitrovica est particulièrement éloquent, puisque la résolution 1244 du Conseil des Nations Unies, qui a mis fin à la guerre du Kosovo, prévoyait la réconciliation des populations au Kosovo. Globalement, pour faire très caricatural, on a pris le cas de la Bosnie-Herzégovine, on s'est dit c'est la même chose, on plaque. La différence, c'est que ce qui se passait à Sarajevo, c'est qu'avant la guerre, il y avait une véritable multiculturalité, il y avait véritablement une ville où il y avait un vivre ensemble et où ça voulait dire quelque chose. Au Kosovo, les habitants serbes et albanais ont toujours vécu côte à côte. Ça ne veut pas dire qu'ils se tapaient tout le temps dessus, loin de là. Ils vivaient côte à côte, mais pas ensemble. C'est-à-dire même dans l'espace productif, dans l'espace industriel, on avait des équipes qui n'étaient pas mixtes, qui n'avaient pas les temps de pause au même moment pour pas qu'ils se rencontrent, qui avaient, par exemple, pour aller au complexe industriel de Trepča, on n'entrait pas par le même endroit. Si on était serbe ou albanais, il y avait 2 entrées différentes. Donc on ne se croisait pas, mais on travaillait ensemble quelque part, puisque le tout faisait fonctionner le complexe industriel, industriel minier de Trepča, puisqu'il y avait une interdépendance économique, ce qui fait qu'il y avait une certaine stabilité, une bonne entente, mais à distance, toujours à distance. En plaquant, du coup, la grille de lecture de la Bosnie-Herzégovine, on s'est dit tout ça, c'est l'ex-Yougoslavie, c'est un petit peu la même chose. On a prévu au départ le mandat de l'ONU, au départ, la résolution 1244, c'était réconcilier des populations qui n'avaient pas été conciliées avant. Donc dès le départ, on donne une mauvaise grille de lecture. Et donc là, la question, c'est comment des humanitaires qui n'auraient jamais mis les pieds au Kosovo avant 1999 peuvent répondre à quelque chose, à de mauvais outils qu'on leur a donnés au départ. À Mitrovica, pour revenir sur la question du milieu urbain par rapport à l'action humanitaire, il y a eu, oui, une profonde erreur par rapport à l'évaluation des besoins. Il y a eu plusieurs petits chaos, je dirais. D'une part parce que l'action humanitaire qui a été développée les premières années a rendu dépendante la population de cette action humanitaire. Il s'agissait de colis d'alimentation, il s'agissait même d'ordinateurs, de vêtements. Et quelques années plus tard, on a vu quelque part un effet pervers. À partir de 2003-2004, c'était assez notable de voir les habitants ne pas essayer de se réapproprier l'économie, ne pas essayer d'aller travailler, etc., mais se dire ton jean est déchiré, je vais aller voir telle ONG. Et revenir le soir, c'est quelque chose que je voyais tous les jours, et revenir le soir en se disant c'est facile.